qui il était, ce que les psychologues disaient de lui, qu'il était un élève médiocre, qui provoquait perpétuellement des problèmes à l'école quand il y était. Il n'y est pas allé très longtemps. Donc, on a déjà des éléments sur lui. Et puis, on peut avoir des choses sur ses passions, ce qui l'intéresse. L'essentiel étant très souvent de ne pas aller directement à la question, parce que si on va directement à la question, frontalement, ça ne marche pas souvent. Vous voyez ? De parler de tout un tas de choses, de passion pour le football, pour les automobiles, voilà. Et puis, de partir de très loin, un peu comme un siphon dans un évier, vous voyez, pour arriver au centre, au sujet d'intérêt central, c'est la disparition de Siem et les connexions entre cet homme et Siem. Et donc, c'est comme ça que procèdent les enquêteurs. Puis ensuite, il y a, on en parlait tout à l'heure, des gens qui sont plus en empathie, des gens qui savent mieux poser des questions, des gens qui vont savoir dire, tiens, est-ce que vous voulez un sandwich, est-ce que vous voulez un café, parlez-moi un peu de votre famille, c'est quoi votre vie, vous voyez. Tout ça, c'est important. Et je vous disais tout à l'heure, ça se passe souvent la nuit. Le moment des aveux, c'est souvent la nuit, parce que c'est la nuit qu'on se raconte des choses. Souvent, c'est pas ici à 3h de l'après-midi sur un plateau de télé. On se raconte pas nos vies. On se raconte nos vies quand la lumière descend un peu, quand on a un verre, quand on a un café, et quand on se parle dans l'intimité. Et là, ce qu'Alexandra racontait tout à l'heure à propos de l'avocat, les infos de Mélanie Vecchio, c'est, voilà, au milieu de la nuit, il demande à parler à son avocat qui doit lui dire, bon, maintenant, il faut y aller. Oui, et c'est là où on voit le rôle aussi des avocats, qui sont là pour amener leurs clients vers la vérité. C'est-à-dire, ils ne sont pas là pour juger, pour savoir si leur client est innocent ou coupable, mais en tout cas pour les amener à parler. Surtout quand il y a un enjeu de savoir si une jeune fille est encore en vie ou non. À ce moment-là, les enquêteurs ne savaient toujours pas si Siem n'était pas séquestré quelque part encore en vie. Et souvenez-vous l'affaire Jonathan Daval avec son avocat Randall Schwerdorfer, qui sort de la garde à vue, et qui est avec Ornelas Platafora, qui est son associé, et puis le troisième avocat n'était pas là, et qui dit, voilà, mon client a avoué, mon client a dit que... Ouais. Et tout le monde s'offusque en disant, mais qu'est-ce que c'est que cet avocat qui accable son client? Mais pas du tout. Pas du tout. Je veux dire, cet avocat a fait son job comme le job devait être fait. C'est un avocat qui prend ses responsabilités. Voilà, mon client a avoué. Donc maintenant, on va avancer. Et c'est important. Et tout le monde l'a accablé. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Parce qu'un avocat doit dire, attendez, nous emballons pas. Mon client, les gendarmes, les enquêteurs disent que, le procureur dit que, le juge dit, enfin on n'est pas encore au juge, au stade du juge, mais on est au stade du procureur, attendez, je vous rappelle la présomption d'innocence, bah oui, la présomption d'innocence, elle s'applique à cet homme qui est mis en examen dans l'affaire Siem, du meurtre de Siem, mais c'est quelqu'un qui est déjà le client qui va très vraisemblablement passer aux assises avec un bon avocat. Parce que son avocat a eu des paroles, des paroles qu'il faut retenir. Alors justement, on va peut-être l'écouter. Dominique Rizet, vous n'avez pas les notes, mais on a le son. Alors là, c'est l'avocat de la victime pour le coup. De l'avocat de l'avocat de l'auteur. Alors de l'avocat de l'auteur, justement. On va l'écouter et dans les prochaines minutes, on entendra l'avocat de la famille de la victime. Il a choisi de guider les enquêteurs pour mettre fin à un suspense qui devenait insoutenable, conscient que, évidemment, ça n'apaisera pas la douleur de la famille. Il n'a pas parlé d'étranglement, mais il a parlé plutôt d'un geste qui consistait à la faire taire. Donc on est plus sur le registre de geste d'étouffement. Voilà, l'avocat donc du suspect qui a parlé. On attend désormais, je disais l'image que vous voyez, c'est la conférence de presse qui va se tenir dans les prochaines minutes. L'avocat de la famille de Siem qui va prendre la parole. C'est une déflagration, voilà ce que disait tout à l'heure la procureure, alors que la famille a donc appris le décès de cette jeune fille. La piste initiale, c'était celle d'un long enlèvement. Et finalement, on s'oriente vers un mobile amoureux. On va écouter les déclarations de l'avocat qui est en train de se mettre en place. Je crois que... Tout le monde est bon? Ok. Alors merci à tous de vous être déplacés. Nous avons décidé avec ma consoeur Sarah Benlefki, qui est co-désignée avec moi dans ce dossier, qui est constitué auprès de la famille, auprès des victimes, des parties civiles. Nous avons décidé de tenir cette conférence de presse pour 3 raisons. D'abord, je reviendrai très rapidement sur les faits.
Ensuite, je vous expliquerai qui était Siem. Et enfin, je vous parlerai de l'entourage et de la douleur dans laquelle ils sont enferrés en ce moment même. Sur les faits, comme vous le savez très brièvement, le mercredi 25 janvier, il y a eu la disparition de Siem. Il y a eu une dernière communication aux alentours de minuit, le mercredi soir, et depuis, il n'y a plus de traces de Siem, ni auprès de ses amis, ni auprès de sa famille. Le lendemain, son père a signalé très rapidement la disparition de sa fille. Il était inquiet puisqu'il n'avait plus de contact avec elle depuis minuit la veille. Les premiers témoignages, vous le savez, ont fait état d'une disparition avec des faits visant à obtenir des fonds. Et il y a donc eu très rapidement une enquête qui a été ouverte par le tribunal judiciaire d'Alès, qui était compétent en raison du lieu des faits. Le 30 janvier, il y a une enquête pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire. Et le 31 janvier, cette procédure a été transférée auprès du tribunal judiciaire de Nîmes avec un double placement en garde à vue. L'individu qui est aujourd'hui mis en examen et placé en détention provisoire et son ex-compagne. Son ex-compagne a été placée en garde à vue pour non-assistance à personne en danger et elle a été relâchée depuis hier soir. Le 1er février, hier, nous avons eu des aveux de la personne qui était placée en garde à vue et qui est aujourd'hui mise en examen. Il y a donc eu une ouverture d'information judiciaire auprès du tribunal judiciaire de Nîmes pour des faits de séquestration ou détention arbitraire sans libération volontaire avant le 7e jour. Le magistrat instructeur s'est rendu sur place cette nuit. Il a découvert le corps de Siem. Nous avons été informés de la découverte de ce corps et nous avons, avec ma consoeur Sarah Benlefki, informé la famille qui évidemment est dans une tristesse absolue. Alors Siem, aujourd'hui, est décédée. Elle laisse derrière elle une famille, des amis, un village. Et ce qu'il faut comprendre de Siem, c'est que c'était une jeune fille belle comme le jour, qui avait 18 ans, qui était lycéenne, qui avait la vie devant elle. Elle avait des projets d'études supérieures, peut-être à Paris, montée sur la capitale. Elle était très proche de sa famille. Et plus globalement, elle était très proche de tous ceux à qui elle pouvait rendre service. C'est la raison pour laquelle on perd sa trace chez sa grand-mère, aux alentours de 22h30, parce qu'elle était partie rendre visite à sa grand-mère après être allée chez son père. Elle était très famille, elle était toujours dans le partage, aimée de tous, heureuse de vivre, et encore une fois, avec la vie devant elle qui lui a été confisquée et qui, évidemment, concomitamment, a été confisquée à tous les membres de sa famille. Sur son entourage, que vous dire à part qu'ils font preuve aujourd'hui d'une grande dignité. Ils ont évidemment un sentiment de colère profond, un sentiment d'injustice abyssale, mais ils ont aussi cette quête de vérité, de justice, de compréhension. Ce village, pour que vous le compreniez, pour que vous le saisissiez, c'est un village extrêmement convivial où tout le monde connaît tout le monde. Il est aujourd'hui endeuillé. Il y a toujours des choses très belles qui se passent dans des moments dramatiques. Il y a un élan de solidarité. La famille est entourée par les amis, qui sont entourés par les amis des amis. Et globalement, le village ne fait qu'un aujourd'hui. Un autour de Siem, de la mémoire de Siem, de ce qu'elle était et de ce qu'elle restera très probablement tout le temps auprès de ceux qui l'aiment. Le dernier point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est simplement de respecter le temps du recueillement de la famille qui a besoin de ce temps, de quelques heures, de quelques jours, de peut-être quelques semaines pour encaisser le choc, un choc profond pour les uns et pour les autres. Donc on vous demande de ne pas tenter les joindre et si toutefois vous voulez des réactions, de passer que par moi ou ma consoeur Sarah Benlefki. La procureure a parlé d'une dispute amoureuse qui sera à l'origine du décès. Est-ce que la famille de Siem avait connaissance de cette relation amoureuse? Alors, cette relation amoureuse, je vous le dis de façon tout à fait claire, personne n'en avait connaissance et pour l'instant, ça n'est que la version de la personne mise en examen, mise en cause. Donc cette version n'est corroborée par personne.
Personne n'avait connaissance de cette relation hypothétique. Siem n'est plus là pour la confirmer. Évidemment, c'est une version du mis en examen. Il est tout à fait probable que cette relation n'ait jamais existé. Quelle était la relation entre la famille et le mis en examen ? Alors, c'est une relation très simple, très claire. Si vous voulez, Siem, d'abord, elle voyait ce monsieur comme une nièce voit un oncle, comme une petite sœur voit un grand frère. Il y a un grand écart d'âge entre les deux. Et la relation qui faisait le lien entre Siem et ce monsieur, c'est simplement qu'elle gardait les enfants de sa cousine très régulièrement. Sa cousine, qui est donc l'ex-femme de cet individu. Et Siem n'a pas prévenu une amie pour dire que justement elle allait le rejoindre le soir même de sa disparition ? Alors ça, il y a une enquête qui est en cours. Je ne peux pas rentrer dans les détails de l'enquête. En tout état de cause, il n'y a pas de relation amoureuse connue de qui que ce soit concernant Siem et cet individu. Il était réputé violent, la famille en avait peur ? Alors, on sait aujourd'hui qu'il a un casier assez lourd, qu'il a un casier judiciaire avec de nombreuses mentions. On parle de 13 mentions. Donc, évidemment que c'était pas quelqu'un qui était fréquenté par cette famille, parce que c'est une famille très sérieuse, sans problème. Siem est une fille sérieuse, sans problème. Les parents sont des parents sérieux, sans problème. Donc, évidemment, ça venait jurer un petit peu avec le reste de la famille. Est-ce qu'on sait de quelle manière ils ont pu entrer en relation ? Est-ce qu'ils étaient en relation avant ? Est-ce qu'on ne sait rien du tout ? Les parents ne savaient même pas qu'ils se connaissaient. Alors les parents savaient qu'ils se connaissaient puisque, je vous l'ai dit, Siem gardait les enfants de sa cousine. Donc dans ce cadre-là, dans le cadre de babysitting, on parle d'une jeune femme qui a 18 ans et qui, comme très probablement de très nombreuses jeunes femmes, font du babysitting et ont un petit boulot sur le côté. C'était le cas de Siem. Et bien évidemment qu'il y avait des relations, mais d'aucune autre nature que celle que je viens de décrire. Et c'est les enfants de la cousine et de l'individu mis en examen ? Ce sont les enfants du couple ? Exactement, c'est ça. Si vous n'avez pas d'autres questions... Donc on ne sait pas encore dans quelles conditions il l'a attirée à minuit, parce qu'elle est quand même allée le rejoindre à minuit. Alors, on ne sait pas si elle est allée le rejoindre, on ne sait pas si elle a été enlevée, on ne sait pas si elle a été séquestrée. Aujourd'hui, toutes ces questions sont encore en suspens. On va laisser au magistrat instructeur et lui permettre la sérénité de l'instruction. Et justement, ce sont des réponses que nous aurons au fur et à mesure de l'instruction et qui seront évidemment d'abord à l'attention de la famille qui a besoin de vérité aujourd'hui. La famille, elle est également en colère. La famille, elle est d'abord dans un état de sidération parce que évidemment, quand on est parents, frères, sœurs, cousins, cousines, amis de Siem, on a tout prévu sauf la disparition de cet être absolument exceptionnel. Et donc, pour l'instant, il y a des sentiments mélangés, il y a des sentiments de sidération, de colère, de tristesse extrêmement profondes, mais au-delà de tout ça, d'une grande dignité. Et je tiens à le préciser parce que j'ai eu l'occasion d'être dans plusieurs dossiers de ce type-là et la famille de Siem est absolument remarquable, exemplaire et avec une dignité extraordinaire. L'individu avait été laissé libre, devait être jugé aux assises hier pour des faits de braquage commis en 2011. Est-ce que la famille comprend que cet homme était en liberté Alors pour l'instant, ils ne se posent pas ce genre de questions. Encore une fois, ils sont dans le recueillement. Évidemment, on sait qu'il devait comparaître aujourd'hui ou hier devant la cour d'assises. Donc ça les met un peu plus dans le désarroi. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons mettre fin à cette conférence de presse. Merci à tous. Voilà, vous avez entendu la conférence de presse de Maître Batik, qui est l'avocat de la famille de Siem, une famille plongée dans une tristesse absolue, nous dit-il. Voilà, vous avez entendu la conférence de presse de Maître Batik, l'avocat de la famille de Siem, effectivement, qui explique que cette famille est plongée dans une tristesse absolue. Dominique Rizet qui donne aussi quelques éléments intéressants d'informations concernant cette relation amoureuse, réelle ou supposée, parce que c'est ce que dit... le suspect, il avait une relation secrète avec cette jeune femme. L'avocat a dit, cette relation n'a probablement jamais existé. Absolument, on se posait la question tous les quatre, juste avant la conférence de presse de Maître Mourad Batik, qui a cette phrase, la relation amoureuse entre Siem et cet homme, relation amoureuse prétendue par lui, personne n'en avait connaissance dans la famille de Siem.
On imagine une fille de 18 ans qui cacherait une relation comme ça à ses parents, une fille qui est tenue par sa famille, qui est proche de sa famille. L'avocat rajoute, c'est la version du mise en examen, cette relation amoureuse. Et il continue par, il est probable qu'elle n'ait jamais ou qu'elle n'a jamais existé. Voilà. Donc, on a le début de la réponse à la question qu'on se posait tout à l'heure. Ça voudrait dire que ce serait une posture, je parle au conditionnel, hein, que ce serait une posture du mise en examen, parce que c'est toujours plus facile quand on se retrouve dans ce genre de situation. Et si c'est lui qui est à l'origine de ce qui est arrivé à Siem, de la mort de Siem, c'est toujours, pardon pour le plus facile, mais pour évacuer quelque chose d'aussi lourd, de dire on avait une relation amoureuse, plutôt que de dire, et ça c'est l'autre version, hein, et c'est la question que pose Mourad Batik, est-ce qu'il l'a enlevé? Est-ce que sans son consentement, il a attiré Siem dans un piège? Il avait sans doute des éléments, il savait qu'à 22h30, elle allait rendre visite à sa grand-mère, qu'ensuite elle allait rentrer chez elle. Est-ce qu'il l'attendait sur le parcours? Est-ce qu'il l'a appelée en lui proposant de la ramener en voiture? Ce qu'elle accepte, ce qu'elle aura accepté, puisqu'elle gardait les enfants du couple, elle le connaissait. Est-ce qu'elle est montée volontairement dans cette voiture? Ou alors, est-ce qu'il l'a enlevée? Est-ce qu'il l'a emmenée à un endroit où il lui a fait du mal? Tout ça, ça va être vérifié. Ouais,